Bonjour à tous et avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2024. C'est la première vidéo de cette nouvelle année et pas n'importe laquelle. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'année passée marquait l'anniversaire des 100 ans de Disney et pour l'occasion, j'avais prévu de revenir sur l'histoire de l'homme qui a quand même réussi à créer un empire dont l'engouement ne cesse jamais de grandir de génération en génération. La vie fait que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de vous la diffuser en 2023 comme prévu, mais finalement, 2023 c'était il y a 15 jours. Ça passe, non? Disneyland is your land. Au cours de sa vie, Walt Disney a reçu avec son équipe plus de 950 distinctions dans le monde entier, dont 48 Academy Awards et 7 Emmys. Il a reçu un diplôme honorifique de l'université d'Harvard, de Yale, de l'université de Californie du Sud et de UCLA. Il a reçu la médaille présidentielle de la liberté, la Légion d'honneur, le titre d'officier d'académie en France. Il a reçu l'ordre de la couronne en Thaïlande, l'ordre de la Croix du Sud au Brésil, l'ordre de l'aigle aztèque au Mexique et le prix du Showman of the World à l'Association nationale des salles de cinéma. Rien que ça. Petit CV pas très impressionnant finalement. Il a créé des personnages emblématiques tels que Mickey Mouse, des dessins animés qui ont traversé les décennies et des parcs d'attractions qui comptent des millions de visiteurs tous les ans dans le monde entier. Walt Disney, c'est un homme à la créativité débordante, à l'ambition dévorante et au toujours plus. Une philosophie de vie qui peut lui avoir joué des tours parfois. Bienvenue dans l'histoire de Walt Disney. En 1901 à Chicago en Illinois et il a 3 frères et une sœur. Son père s'appelle Elias Disney et sa mère Flora Cole Disney. Il s'intéresse très tôt au dessin et commence à vendre ses premiers dessins alors qu'il est à peine âgé de 7 ans. Son but, devenir dessinateur pour un journal. Au lycée, sa passion pour le dessin ne le quitte pas et s'ajoute à celle-ci la photographie. Il photographie notamment pour le journal de son école et le soir, il fréquente l'Académie des Beaux-Arts. Bref, un beau début de formation pour quelqu'un dont la carrière semble toute trouvée. En automne 1918, il veut faire son service militaire, mais son inscription est refusée car il est malheureusement trop jeune. On ne l'y reprendra pas 2 fois. Il décide alors de se tourner vers la Croix-Rouge et ment cette fois sur son âge pour éviter un autre refus. Il a alors 17 ans et il est envoyé à l'étranger pendant 1 an pour conduire une ambulance et servir de chauffeur au responsable de la Croix-Rouge. Et fidèle à lui-même, il dessinera sur son ambulance pour la rendre unique. L'année s'écoule tout doucement et Walt retourne à Kansas City où il devient dessinateur publicitaire. En 1920, il obtient un boulot avec Kansas City Slide Company où il découvre l'animation, commercialise ses premiers dessins animés et met au point une nouvelle méthode qui consiste à combiner l'action réelle et l'animation. À la même époque, il rencontre Ub Iwerks avec qui il monte une société de production, Iwerks Disney. Mais la société flop et le chemin des 2 hommes se sépare temporairement. En 1923, il a alors 22 ans et décide de partir à Hollywood pour devenir réalisateur. Il part avec quelques dessins sous le bras, $40 de l'époque en poche qui équivalent plus ou moins à $700 aujourd'hui, un film d'animation et un film en prise de vue réelle à montrer. Gonflé à bloc, il retrouve son frère Roy, qui habite déjà en Californie. Roy, lui, possède $250, c'est-à-dire à peu près $4400 actuels. À 2, ils décident d'emprunter $500, donc plus ou moins $8800 maintenant, ce qui leur fait un total, une fois qu'ils additionnent tout ce qu'ils possèdent, d'environ $14 000 actuels. Avec une partie de cet argent, ils construisent un pied de caméra dans le garage de leur oncle et ils créent leur premier studio de production, The Disney Brothers Cartoon Studio. À leur grand bonheur, ils reçoivent une première commande de New York, un court-métrage intitulé Alice Comedy, une histoire qui mêle fiction réelle et animée. Pour produire le film, ils s'installent à l'arrière d'un bureau immobilier hollywoodien et très vite, ils commencent à engager du personnel, tel que Ub Iwerks ou encore Lillian Bones, qui l'épousera 1 an plus tard. Le business commence à fonctionner et les 2 frères décident de renommer leur société pour un nom plus punchy qui reflètera l'importance croissante de Walt comme force créative du studio. Le nom devient alors Walt Disney Studio et déménage leur studio dans un nouveau bâtiment sur Hyperion Avenue. Les choses ont l'air de bien se passer pour eux et leur succès ne semble que croître encore et encore. En 1927, Charles Mintz, un distributeur de films, propose un contrat aux 2 frères pour créer une série de films d'animation pour un personnage qui n'existe pas encore, Oswald the Lucky Rabbit. Autrement dit, Oswald le lapin chanceux. Mais malgré un très beau succès pour la série, la relation entre Walt et Charles se dégrade au fur et à mesure. Les 2 hommes sont en désaccord sur le budget de la série. Walt est conscient que
la série est de plus en plus populaire et souhaite avoir plus d'argent pour la créer, ainsi que sur l'aspect créatif de la série. Mais en tant que distributeur de la série, eh bien Mills en détient les droits, et il n'hésite jamais à user de son titre pour rappeler à Walt qu'il n'est que dessinateur de la série et que les autres choix importants, eh bien c'est lui qui les fait. En 1928, dans une dernière tentative de renégocier son contrat, Walt apprend que non seulement il n'y arrivera pas, mais qu'en plus, dans son dos, Charles Mintz a embauché bon nombre d'employés qui travaillaient pour Walt. Walt Disney a donc perdu le personnage qu'il a créé, et une partie de ses employés, en plus de voir ses ressources financières drastiquement diminuer puisqu'il ne gagne plus ce qu'il avait grâce à ce fameux contrat. Le choc est hyper rude et son moral est au plus bas. Pleine de remise en question, de colère et d'injustice, il vient malheureusement de connaître sa première trahison. Une trahison qui le poussera à doubler de vigilance à l'avenir, faire attention au contrat qu'il signe, garder les droits sur les personnages qu'il crée et revoir sa stratégie pour de futures collaborations. Mais le jeune dessinateur est alors encore très loin de s'imaginer que cette mésaventure va marquer un tournant décisif dans sa carrière. Alors qu'il voyage en train, Walt se met à rêvasser et imagine ce petit garçon aux lunettes rondes et à la cicatrice sur le front qui ne sait pas encore qu'il deviendra le magicien le plus célèbre du monde. Ah non pardon, ça c'est une autre histoire. Je disais donc que Walt Disney voyageait en train, rêvant un personnage qui lui appartiendrait à lui seul, une petite souris à la personnalité attachante. Walt Disney esquisse ses premiers dessins, ça y est, Mickey Mouse est né. Walt parle de son idée à son ami et collègue Ub Iwerks et ensemble, ils peaufinent les éléments de la célèbre souris. La première apparition de Mickey Mouse à l'écran est censée avoir lieu dans le dessin animé muet Plain Crazy. Le problème, c'est qu'avant que le film n'arrive à être diffusé, le son est apparu dans les salles et le film muet n'a donc plus grand intérêt. Ce sera donc dans un second film, Steamboat Willie, que Mickey Mouse sera officiellement présenté au public. Et à partir de là, on a un peu l'impression que rien n'arrête les Disney. Face au succès extraordinaire de Mickey Mouse, les deux frères lancent le merchandising relatif au personnage et les fameux Mickey Mouse Club des années 30. Parce qu'avant d'être une émission de télé, le Mickey Mouse Club, c'était des clubs avec des fans de Mickey Mouse. Ces fans payaient une cotisation tous les mois pour faire partie du club et profiter de tous les avantages qui allaient avec. Des séances spéciales de courts-métrages de Mickey Mouse projetés dans des cinémas américains, des newsletters, des jeux concours, des activités organisées par les clubs, etc., etc., etc. Une belle promo en somme. Oui, parce qu'en l'espace d'à peine un an, le Mickey Mouse Club comptait déjà 1 million de membres. Walt se perfectionne encore et encore dans l'animation. Il est l'un des premiers à utiliser la Technicolor en animation avec le film Silly Symphonies, un film qui combine l'animation et la musique. Un an plus tard, en 1932, c'est la consécration. Il reçoit son premier Academy Awards pour le film Flowers and Trees. En 1937, il produit le premier court-métrage à utiliser la technique de la caméra multiplane avec le film The Old Mill, un système qui permet un effet de profondeur. Il utilise cette même technique dans plusieurs autres projets, dont son premier long métrage, Blanche-Neige et les 7 nains. Un long métrage novateur à plein de niveaux, puisque c'est aussi le premier long métrage d'animation musicale, qui a d'ailleurs coûté un pont à la production, près $1,500,000 à l'époque, ce qu'on pourrait plus ou moins estimer à plus de $31,770,000 aujourd'hui. En 1938, c'est la folie. Tout fonctionne à merveille pour lui. Son premier long métrage est un succès incroyable et dans la continuité de son expansion, il achète 20 hectares de bureaux à Burbank pour créer son nouveau studio et y produire ses prochains projets. Sa stratégie, elle est très simple. Il utilise les bénéfices de ses films qu'il réinjecte dans la société pour produire d'autres films. Disney est au sommet. Et pourtant, sa chute n'est pas très loin. Disney a réussi jusqu'ici à se créer un succès dans un contexte assez tendu pourtant à Hollywood. Des syndicats commencent à apparaître en réponse aux mauvais traitements infligés aux employés dans certains studios, et parmi ces syndicats, il y a notamment la SCG, la Screen Cartoonist Guild, qui avait vu le jour juste après la grève d'un studio d'animation. Tous les studios d'animation acceptent de signer un contrat avec ce fameux syndicat, sauf Walt Disney Studios, qui passe entre les mailles du filet. À l'époque, dans son ascension, Walt Disney est très généreux avec ses employés. Ils ont parmi les meilleurs salaires, les meilleures conditions de travail, ils reçoivent des primes, bref, ils n'ont clairement pas besoin d'un syndicat pour les aider. Comme je vous le disais, Walt Disney est au plus haut avec le succès de Blanche-Neige. Un succès tel qu'il voit toujours plus grand et investit dans des nouveaux bureaux immenses et engage toujours plus de personnel. Ils sont à présent plus de 1000 à
travailler pour lui. Ça fait du monde. Et pour gérer tout ce beau monde, eh bien Walt il commence à instaurer certaines règles. Par exemple, les différents départements sont maintenant placés dans des bureaux bien distincts et soumis à une supervision assez stricte par des administrateurs. Niveau avantages, Walt Disney régule les avantages sociaux et seuls les scénaristes et les responsables de l'animation ont accès aux restaurants, au gymnase, au hammam, etc. Oui, parce qu'il y avait tout ça dans ces super bureaux. Walt semble un peu dépassé par le succès et les conséquences qui en découlent. Dans sa société, tout semble un peu décousu. Avec autant d'employés à sa charge, impossible pour lui de suivre de près ce qu'il s'y passe. Les écarts de salaire ne sont pas logiques, certains employés ont l'exact même travail et ne sont pourtant pas payés la même chose, et les différences de salaire entre les plus hauts et ceux du bas, eh bien sont de plus en plus démentielles. De même, les employés qui étaient payés pour un certain nombre d'heures sur le papier en faisaient beaucoup plus en réalité. Bref, la frustration commence à se faire sentir solidement au sein du personnel. Parallèlement à ça, les autres films produits comme Pinocchio, Fantasia ou encore Dumbo ne sont pas des échecs commerciaux, mais ils ne connaissent tout de même pas le même succès que Blanche-Neige. Ce qui oblige Walt Disney à faire des économies pour que la société se maintienne à flot, notamment en supprimant par exemple les primes ou en diminuant les salaires. Début des années 1940, l'entreprise est clairement au bord de la faillite. Non seulement Disney ne gagne pas autant que ce qu'il aurait espéré avec ses nouveaux films, mais en plus, eh bien certains de ses employés frustrés partent vers la concurrence. La SCG de son côté flirte depuis un moment avec les employés de Disney qui sont toujours là et tente de les convaincre de les rejoindre. Et face aux multiples frustrations, elle finit par gagner. Le Walt Disney Studios cède et accepte de se syndiquer pour ne pas perdre l'entièreté de ses employés. Contre toute attente, c'est un événement pourtant tragique qui va sauver les studios Disney, la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, Disney accepte de donner la moitié de ses bureaux au gouvernement américain pour leur servir de base anti-aérienne. Il travaille étroitement avec le gouvernement américain, donne 90% de son temps et de celui de ses employés pour produire bon nombre de films de propagande, publicitaires, des films de formation, etc. pour le gouvernement. Et le gouvernement américain demande également à la société de produire des films de divertissement pour changer le moral des troupes et des citoyens de façon générale. Walt Disney est également envoyé comme ambassadeur des États-Unis dans les nations voisines pour créer des liens amicaux avec eux, et également créer d'autres films basés sur ces fameux voyages, comme Saludos Amigos ou encore The Three Caballeros. Cette époque a permis aux animateurs chez Disney de se performer toujours plus dans leur art, et à Walt Disney, eh bien de se remettre un petit peu sur pied financièrement. En 1954, Walt Disney touche une nouvelle corde, la télévision. Il s'associe à la ABC et fait un deal avec eux. Il leur crée un programme d'1 heure par jour et en contrepartie, la ABC investit 500 000 $ dans son projet de parc d'attractions. Mais pas n'importe lequel, un parc à thème, un parc qui ne ressemble pas aux autres. C'est ainsi que naît Wonderful World of Color, un programme de télévision présenté par Walt Disney lui-même et qui propose au public plusieurs dessins animés pendant 1 heure continue. Avec l'investissement de la ABC, Walt Disney achète le terrain pour son propre projet. Comme je vous le disais, ce que Walt voulait avec ce parc, c'était casser les codes des parcs d'attractions plus traditionnels. Et pour ce faire, eh bien, il a pris certaines décisions. Premièrement, le parc n'aura qu'une seule entrée. Les autres exploitants des parcs plus typiques critiquaient fortement cette décision, soulignant que ça allait créer des embouteillages au sein du parc, mais Walt Disney avait un but bien précis. Il voulait que la visite se fasse d'une certaine façon cohérente, comme une seule et même histoire que les visiteurs découvrent au fur et à mesure où ils avancent dans le parc. Ensuite, il souhaitait organiser le parc un peu comme une roue, avec un îlot central, ce qui permettait aux gens de traverser le parc plutôt que de devoir faire le tour à chaque fois, et donc d'économiser des pas. Enfin, il souhaitait un élément accrocheur qui reliait tous les mondes de son parc. Un élément assez attractif qui donne envie aux visiteurs de revenir vers lui. Et quel autre élément que le château de Disney. Le Magic Kingdom ouvre ses portes le 17 juillet 1955. Une ouverture que Walt Disney n'était pas prêt d'oublier, puisqu'à peu près tout ce qui pouvait mal se passer ce jour-là s'est mal passé. Des pannes techniques, une climatisation qui ne fonctionne pas bien alors qu'il faisait extrêmement chaud ce jour-là, beaucoup de visiteurs, dont notamment certains qui sont venus avec de faux billets d'entrée, ce qui a contribué à une population beaucoup trop dense dans le parc. L'ouverture du parc était censée être diffusée en direct à la télévision ce jour-là, sauf que les problèmes techniques ont rendu la diffusion chaotique, ce qui n'a clairement pas fait une bonne pub au parc. Bref, des tas de petits couacs partout qui ont rendu ce jour tellement foireux qu'il a été baptisé le Black Sunday. Après le parc en Californie, le prochain objectif de Walt, eh bien, était de faire de même, mais en Floride. Of course, there will be another amusement theme park in Florida, similar to the one in California.
We're now developing a master plan that encompasses the theme park and all the facilities around it that will serve the tourists. Hotels, motels, and a variety of recreation activities. In fact, just this little area alone is 5 times the size of Disneyland in California. Malheureusement, il est décédé avant de pouvoir concrétiser son objectif. Objectif que son frère Roy a concrétisé pour lui quelques années plus tard. Mais revenons quelques mois avant sa mort. En 1965, il venait d'acheter un terrain près d'Orlando, en Floride, pour y construire Epcot, sa ville du futur. Walt Disney avait à ce moment-là l'idée de construire non pas un parc d'attractions, mais un nouveau prototype de ville, un peu comme une ville qui partirait de zéro. In fact, the heart of everything we'll be doing in Disney World will be our experimental prototype city of tomorrow. We call it Epcot. Dans son idée, il y voit une communauté de 20 000 habitants qui vivraient dans des quartiers qui serviraient de vitrine à l'ingéniosité industrielle et civique. Par exemple, s'il y avait une innovation dans la conception d'un réfrigérateur, eh bien tous les foyers d'Epcot auraient ce réfrigérateur en priorité afin de le tester avant qu'il ne soit potentiellement vendu au reste du monde. Il y aurait un aéroport qui permet à n'importe qui d'arriver directement dans la ville, tandis qu'il y aurait un espace de vacances dédié aux visiteurs éventuels. Les gens qui vivraient à Epcot ne seraient pas au chômage puisqu'ils travailleraient pour la ville et il n'y aurait aucune voiture en surface. Tous se déplaceraient en sous-sol pour la sécurité du piéton. Bref, une ville test, une ville vitrine, comme il la décrivait, pour voir s'ils pouvaient faire mieux que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Walt Disney n'aura jamais l'occasion de voir aboutir son projet, puisqu'il décédera quelques mois plus tard. Ce qui est certain, c'est que Walt Disney était un homme ambitieux et visionnaire, avec une créativité débordante et qui savait où il allait. Cependant, c'était aussi un homme qui aimait les gens utiles, l'efficacité et la productivité. Les avis sur lui sont partagés, certains le voient comme un artiste qui a laissé derrière lui un héritage incroyable, quand d'autres le voient comme un homme de pouvoir incapable de s'arrêter. Et selon vous, Walt Disney c'est un tyran ou c'est un génie ? Merci à vous d'avoir suivi l'histoire de Walt Disney avec moi, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous permettre d'apprendre des choses et peut-être de vous faire rêver, si vous êtes des grands fans de Disney ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Puis moi je vous dis bien à très très vite pour le prochain secret de tournage. Ciao ciao. Non, c'est pas ça que je dois dire, et si je dis pas la bonne chose, je vais me faire engueuler. Allez, coupez.